Le canard enchaîné reste un cas à part dans les médias français. Élection après élection, ces révélations sont accueillies par les autres médias avec gourmandise, mais avec des pincettes. Il y a dans le canard enchaîné une information sur les conditions dans lesquelles Nicolas Sarkozy aurait acquis un appartement qu'il a revendu aujourd'hui, qui était sur l'île de la Jatte, en bénéficiant d'une ristourne, dit le canard enchaîné, de 300 000 €. Est-ce que ça fait partie des informations que vous avez envie de commenter ? Je n'ai aucune information en particulière sur ce sujet-là. La seule observation de nature générale que je peux faire, c'est que les dirigeants politiques doivent être honnêtes, tout simplement, et montrer l'exemple. Le canard enchaîné annonce que la semaine prochaine, il y aura des révélations sur votre patrimoine à vous et à M. François Hollande. Est-ce que ça vous inquiète? Pas du tout. Il n'y a aucune révélation à faire, puisque tout est transparent. Alors pourquoi le canard enchaîné laisse-t-il planer ce doute-là? Je ne sais pas. Nous verrons bien. On verra mercredi. On verra mercredi. Alors, quelles questions s'autorisent les journalistes en période de campagne présidentielle? Quelles questions s'interdisent-ils? Nous poserons ces questions à trois confrères qui sont sur ce plateau. D'abord, deux confrères du canard enchaîné, Hervé Liffrand et Christophe Nobili. Alors, Hervé Liffrand, vous êtes celui qui avait posé les questions sur le patrimoine de Nicolas Sarkozy. Christophe Nobili, vous avez posé des questions sur le patrimoine de Ségolène Royal. Avec nous également sur ce plateau, Jean-Jacques Bourdin, intervieweur matinal de RMC, dont les questions sur notamment les sous-marins posés à Ségolène Royal puis à Nicolas Sarkozy ont défrayé la chronique dans les dernières semaines. Mais nous allons commencer avec vous par un documentaire tout à fait étonnant sur une nouvelle chaîne de la connaissance, M6. Oui, M6 qui entend un petit peu devenir une chaîne généraliste. C'est peut-être pour ça qu'elle a diffusé mardi soir un documentaire sur Staline et pour lequel Bernard de la Villardière avait des ambitions éducatives affirmées. Staline, le petit père des peuples, était un être sanguinaire, paranoïaque, fanatique. Nous avons choisi de coloriser les images tournées en noir et blanc pour rendre ce film plus actuel. Ce documentaire a reçu l'aval du ministère de l'Éducation nationale. Les professeurs peuvent l'utiliser en classe. Voilà, vive les tampons de l'Éducation nationale. Alors certes, il est en couleur, certes, il y a des images d'archives inédites, mais dès le départ, le commentaire de ce documentaire versait un peu dans le conte horrifique. Nous allons vous raconter comment cet homme, qui déclarait faire le bonheur de son peuple, est devenu, à force de mégalomanie et de fanatisme, l'un des dictateurs les plus sanglants que l'humanité ait connu. On commence à frémir, et puisqu'évidemment il s'agit d'un monstre, mais on commence par nous le décrire physiquement un peu lourdement. Il ne mesure qu'1,60 m. Il porte des chaussures à semelles compensées. Sa peau est grêlée car il a attrapé la variole à l'âge de 7 ans. Et Staline, non content d'avoir une très vilaine peau, est un monstre assoiffé de sang. Staline a décidé de liquider toute la génération qui lui fait encore de l'ombre. Staline éprouve un certain plaisir à martyriser ses proches. Pendant la terreur, il a fait fusiller 20 000 officiers soviétiques. Voilà, alors tout cela est évidemment vrai, mais le commentaire se plaît à le dramatiser, au-delà peut-être du raisonnable, parce que finalement il n'y a pas besoin de dramatiser, la réalité historique est là. Mais c'est sans compter la musique omniprésente qui va vous assourdir les oreilles, et puis surtout le monstre parle, on lui a prêté la voix d'un comédien. Chaque soir, après le concert, il regagne le Kremlin pour y signer les ordres d'exécution qu'on lui a préparés. Serrer la vis à ce monsieur. Battre et battre encore. Plus les dents sont acérées, mieux c'est. Choisir sa victime. Préparer minutieusement le coup. Assouvir une vengeance implacable. Et ensuite aller se coucher. Voilà, les bruits de pas en pleine nuit, j'ai regardé ça, j'ai failli appeler ma mère parce que j'avais peur que Staline vienne me prendre dans mon sommeil. Mais ma mère m'a répondu: mais David, les monstres meurent à la fin des comptes, tu n'as rien à craindre. Grâce à Dieu, aujourd'hui, l'homme à la moustache est parti en enfer. Voilà, alors tout ça pour se poser une question, jusqu'à quel point faut-il jouer l'émotion et le spectaculaire pour expliquer aux lycéens, pour avoir ses ambitions éducatives? Alors, visiblement, les commentaires de série Z, le doublage effroyable de Staline, etc., tout ça n'a pas rebuté l'éducation nationale, ni l'inspecteur qui a donné ce label, qui a visionné, mais avec un bémol près, c'est qu'il faut regarder ce documentaire à dose homéopathique, règle valable d'ailleurs pour tous les documentaires
historique diffusé. Vous l'avez eu en ligne, hein, Ah oui, je l'ai eu en ligne. Et il m'a dit, de toute façon, on a l'habitude, quand on donne notre label, de recommander aux profs d'utiliser ce genre de documentaire, mais de diffuser 3-4 minutes du documentaire, pas davantage. Et voilà, il manquait sur le tampon à petite dose. Yulia Kapustina, les adieux de Jacques Chirac ont été accueillis avec beaucoup d'émotion par la presse française, mais que la presse française. En fait, dimanche soir dernier, les journalistes français étaient émus. Ils étaient émus par la déclaration de Jacques Chirac, qui était diffusée dans tous les JT, où il disait qu'il ne briguera pas en 3e mandat. Et c'est surtout cette émotion forte qu'ils retenaient dans leur reportage le soir même et puis le lendemain matin. Les journalistes étrangers, eux, étaient beaucoup plus critiques vis-à-vis du bilan du président français. Par exemple, la chaîne russe NTV National y avait consacré un reportage. Son correspondant à Paris, Vadim Klouzker, faisait un plateau devant l'Arc de Triomphe et considérait que le bilan de Jacques Chirac était loin d'être positif. Ici, les politiques et les éditorialistes ont évoqué le bilan des 12 années de présidence de Jacques Chirac. Il a d'abord subitement donné son accord pour le renouvellement des essais nucléaires à Mururoa, puis les a brutalement arrêtés. De façon tout aussi inattendue, il a décidé en 1997 de dissoudre l'Assemblée nationale qui lui était acquise, perdant ainsi la majorité parlementaire pendant 5 ans. Enfin, c'est Jacques Chirac et personne d'autre qui a perdu le référendum sur la Constitution européenne en ne tenant aucune de ses promesses électorales, notamment en matière d'économie. Quoi qu'il en soit, une question intéresse aujourd'hui beaucoup de Français. Que vont devenir toutes les affaires judiciaires dans lesquelles Jacques Chirac apparaît non seulement en tant que témoin, mais aussi en tant qu'accusé, notamment à l'époque où il était maire de Paris. Pendant son mandat, il a bénéficié de l'immunité présidentielle. Avec son départ de la scène politique, la situation peut changer d'une façon radicale. Nicolas Sarkozy a répété à plusieurs reprises au cours de discussions non officielles que lorsqu'il serait président, il ne laisserait pas Chirac tranquille. Pour la télévision suisse allemande, bizarrement, l'image qui parlait le mieux de Jacques Chirac était un peu sportive. Fußballer werden selten politisch. Der französische Staatspräsident Jacques Chirac hat Schweizer Nazispieler aber genau dazu gebracht. Auf dem Platz demonstrierten sie in Schweden gegen französische Atomtests im Südpazifik. Das war vor 12 Jahren eine denkwürdige Aktion. Voilà, les journalistes suisses revient lui aussi sur les affaires de financement de RPR avec les images de Guignol. Wegen seiner Korruptionsaffären zeigte ihn die Satiresendung Les Guignols immer wieder als Superlügner, Supermenteur. In dieser Szene eilt er einem korrupten Minister zu Hilfe. Lass mich ran, das ist eine Arbeit für Superlügner. Supermenteur. Trotz allem wurde er 2002 als Präsident wiedergewählt. Voilà, une jolie postérité pour les images des Guignols, mais à l'exportation. Sébastien Boller, la journée de la femme célébrée d'une manière un peu particulière aux 20h de TF1. Oui, un journal télévisé où on découvrait de longs sujets consacrés aux inégalités de salaire qui subsistent entre les hommes et les femmes, des femmes que l'on découvrait sur ces images étrangement décapitées. En France, un actif sur 2 est une active. Et pourtant, le vieux précepte à travail égal, salaire égal, reste souvent une abstraction. Les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes, un écart qui s'est réduit d'à peine 1 point en 15 ans. Et l'on s'interroge sur les mécanismes subtils qui peuvent être la cause de ces injustices. La première cause de cette inégalité tient au type d'emploi, souvent moins valorisant, mais aussi à la durée du travail. Les inégalités salariales sont encore plus marquées pour les cadres que pour les ouvriers. La faute au plafond de verre, cette frontière intangible qui empêche souvent les femmes de grimper dans la hiérarchie. Les femmes sont plus limitées en effet parce que c'est elles qui prennent en charge les soins aux enfants. Et puis il y a une forme d'autocensure, elles vont moins prendre des postes de responsabilité. Voilà, on voit tout ça est un petit peu difficile à démêler et c'est peut-être la raison pour laquelle on a du mal à faire bouger les choses. Mais après tout, si tout ça était beaucoup plus simple, on trouvait à la fin du même journal télévisé ce petit sujet sur le salon de l'agriculture. Une fois bien séché, pour les vaches laitières, direction le clippage. Sorte de salon de coiffure où les tondeuses vont bon train, la ligne de dos doit être au cordeau, les mamelles et les pattes débarrassées de tout poil superflu. Ces jours de concours, robes à rebrousse-poil, cornes blanchies illustrées, tout pour séduire les juges. C'est comme l'élection de Miss France, c'est pareil. Les critères sont pas tout à fait les mêmes, mais très proches. Eh oui,
Les vaches, c'est comme les Miss France. D'ailleurs, elles ont des beaux pis, bien roses, bien épilés. Je ne sais pas comment qualifier l'absurdité de cette vision. Je crois que j'ai envie de remercier les journalistes de TF1 qui ont eu le sens de l'humour de placer ce sujet dans le même journal télévisé que la journée de la femme. On voit à quel point le journal télévisé peut être schizophrène. On disserte pendant des heures avec des experts sur ce fameux plafond de verre intangible, incompréhensible, complexe. Et puis, un éleveur nous dit que les vaches, c'est comme les Miss France, il suffit de bien les peigner. Alors, j'ai envie de tenter une métaphore, peut-être un petit peu osée, certainement pas très orthodoxe, mais je crois que la schizophrénie de ce reportage reflète notre schizophrénie à nous, les hommes, notre double regard sur les femmes, vouloir, si possible, les apprécier selon leur mérite professionnel, et puis de temps en temps avoir une propension à les considérer comme des objets. Alors, on peut gloser pendant des heures là-dessus, mais il paraît que les zones du cerveau qui font apprécier le mérite d'une employée sont complètement distinctes de celles qui font apprécier la beauté ou l'attirance sexuelle d'une femme. Et que c'est la liaison, la communication entre ces deux zones cérébrales qui laisserait à désirer. Alors, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal ? Peut-être que ce n'est pas si mal que ça, parce qu'imaginez que ces deux zones soient complètement connectées. On serait ramené à aligner le salaire des femmes sur leur beauté ou sur leur attirance physique, ou au contraire, éprouver de l'attirance sexuelle pour une femme en fonction de sa réussite professionnelle. Et là, je ne sais pas si ça intéresserait beaucoup d'hommes. Finalement, c'est bien fait. C'est pas si mal fait. C'est fait comme c'est fait, on va faire avec. On va continuer avec les questions journalistiques, les questions qui fâchent dans cette campagne présidentielle. Alors évidemment, on reviendra au Canard enchaîné et aux différents numéros du Canard enchaîné sur le patrimoine des candidats. Mais on va commencer avec vous, Perrine Dutreil, par l'offensive sous-marine de RMC. Oui, Jean-Jacques Bourdin, vous menez des interviews sur RMC, donc, qui depuis peu sont également filmées et diffusées sur BFM TV. Alors nous, on s'est intéressé en particulier aux interviews que vous avez menées ces 2 derniers mois sur les 3 principaux candidats, donc Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal et François Bayrou. Se dégage un certain style d'interview avec notamment des questions directes, ce qui a pour effet de mettre les candidats en position de timides écoliers. François Bayrou, vous avez été ministre de l'Éducation nationale pendant 4 ans. Aucune réforme importante n'a été engagée pendant ces 4 années-là. Eh bien, c'est ce que vous dites. D'abord, il faut peut-être rappeler qu'il y a de cela 15 ans. 93, 97. Entre 15 et 10 ans. Et si vous voulez me dire ce que mes successeurs ont fait de différent, alors je vous tirerai mon chapeau. Vous avez fait descendre 1 million de personnes dans la rue, François Bayrou. En 1993, oui. Eh bien, écoutez, les conflits dans la vie, c'est la vie. Les conflits, quand on est ministre de l'Éducation, il faut les assumer. Avons-nous besoin d'autant de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ? On en a combien, tiens ? Mais je vous ferai la même réponse. On a combien de sous-marins Je vous ferai la même nucléaires réponse. lanceurs d'engins aujourd'hui ? Nous en avons 1. Non, nous en avons 7. Oui, 7. Bon. 7. Nicolas Sarkozy, vous savez que nous avons une tradition à RMC. Nous adorons les sous-marins. Non, vous avez entendu parler des sous-marins. Alors, combien la France possède-t-elle de sous-marins nucléaires d'attaque ? 4. 5. 4. 5. Sous-marins nucléaires d'attaque ? 5. Ah, nucléaire d'attaque, 5. Écoutez, on peut débattre sur la contrepartie, sur la spécialisation. Je vous le dis, honnêtement, Jean-Jacques Bourdin, oui, c'est important. La question est un peu spécieuse. Le mariage des homosexuels, la possibilité d'adopter, oui ou non ? On ne répond pas comme ça à une question aussi grave. Parce que ça, c'est de la caricature journalistique. Bon, il y en a quand même un qui s'est rebellé. Hein. Oui, il y en a quand même un. Pas content d'ailleurs. Je peux vous dire que pendant l'espace publicitaire, pendant la pub, il n'était pas content du tout de la question sur l'éducation nationale, où chaque fois qu'on l'interroge sur l'éducation nationale, là, il se sent visé, comme s'il avait quelque chose à se reprocher. D'accord. Alors, c'est quand même pas cette question-là qui a fait le plus d'encre, c'est votre quiz à Royal et à Sarkozy sur les sous-marins. Oui. Alors, d'abord, l'idée est venue comment ? C'était prémédité. Dans l'extrait, là, on a l'impression que vous improvisez pendant l'interview. Oui. C'était improvisé ou... Non, c'est naturel. C'était pas improvisé. C'était pas prémédité non plus. Alors, c'est quoi ? Mais j'ai travaillé. Non, je vais vous dire tout simplement. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé sur les sous-marins. C'est simple. J'ai travaillé la veille chez moi tranquillement, et puis je regardais un peu tous les terrains sur lesquels je pouvais interroger les candidats. Et je trouve que dans cette campagne, on élit quand même un président de la République. On n'élit pas un président de Conseil général. Donc, on a des questions à poser sur la défense nationale et des questions internationales. Et
je pensais défense nationale, je regarde, je me suis dit, bon, sur la défense nationale, les deux candidats n'ont pas apporté beaucoup de réponses. Je prépare et je regardais. Et puis, je mets en tête cette histoire de sous-marin. Et naturellement, avec Ségolène Royal, c'est venu. Parce que j'ai posé une première question, là, vous n'avez pas vu l'extrait précédent, une première question sur la défense nationale où elle a commencé à patauger. Et je me suis dit, tiens, on va lui demander combien il y a de sous-marins. Lanceur d'engins, sous-marin nucléaire, lanceur d'engins. Absolument. Et ensuite, quand vous recevez Sarkozy... Et alors là, c'était prémédité avec Sarkozy, parce que comme ça avait fait couler beaucoup d'encre avec Ségolène Royal, je me suis dit, je vais poser une autre question sur les sous-marins à Nicolas Sarkozy, mais pas la même. Je vais m'intéresser aux sous-marins nucléaires d'attaque, qui ne sont pas les mêmes sous-marins. D'accord. Mais alors, votre but quand vous faites ça, parce que les extraits de télévision sont très très spectaculaires, votre but quand vous faites ça, c'est de tester quoi exactement? C'est-à-dire, c'est de tester leur connaissance ou c'est de tester leur capacité de résistance physique à l'offensive Bourdin et au style Bourdin? Il n'y a pas offensif. Mon but d'abord, c'est de poser des questions directes. Oui, non, mais vous voulez tester quoi? Je veux tester leur connaissance, d'une part, et leur capacité à répondre et à dire la vérité. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les hommes politiques n'arrivent-ils pas, dans ce pays, à ne pas répondre, à accepter de ne pas savoir? On peut très bien ne pas savoir combien il y a de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. On peut très bien, mais il faut le dire, il faut accepter de le dire publiquement, de dire je ne sais pas sur tel sujet, je ne sais pas. Et il est évident que ce sont des sujets importants, la défense nationale et tout, sur lesquels je travaille, sur lesquels je vais travailler, mais acceptons les choses. On ne sait pas faire ça dans ce pays. Ce qui est tout à fait impressionnant, c'est que tous les deux ont faux. Oui, mais aucun des deux ne reconnaît qu'il a faux. Enfin, voilà. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est que vous avez faux. Oui, moi je l'ai reconnu. Mais je n'ai pas reconnu que j'avais faux, et je vous explique pourquoi. Alors attendez, juste sur les questions à Ségolène Royal. On revient sur la question de Ségolène Royal. Vous lui demandez combien de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc qui est une catégorie particulière. Vous dites 7. La Marine nationale dit 4. Voilà, il y a un petit fascicule officiel. Comment ça officiellement? Officiellement. Parce que qui vous dit que nous n'avons que 4 sous-marins lanceurs d'engins? Non, mais alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que... Parce que les 4, la Marine nationale donne leurs noms, Péril, ils ont des noms. Oui. Ils donnent les noms, le triomphant, le téméraire, le vigilant et l'inflexible. Voilà. Non, mais alors, vous avez des informations selon lesquelles il y a 3 sous-marins clandestins? J'ai des informations. Dans tous les cas, mes informateurs au ministère, parce que je me suis quand même renseigné avant de poser les questions, mes informateurs au ministère m'ont laissé entendre qu'il y avait plus de sous-marins que cela. Mais clandestins? Sous-marins qui ont été fabriqués, qui seraient... Alors moi, j'attends des définitions. Dont les crédits n'ont pas été votés par le Parlement? J'attends... Qui n'ont pas de nom? J'attends des démentis officiels. J'attends le démenti officiel. Mais quel démenti? Ils font une brochure en disant il y en a 4. Écoutez, moi je vous dis les informations que j'ai reçues du ministère de la Défense. Non, mais alors ce que je ne comprends pas, c'est que si c'est vrai, s'il y a vraiment 3 sous-marins clandestins en France, c'est énorme. Il y a 3 sous-marins dont les crédits n'ont pas été moi, c'est les informations que j'ai eues. Avant de poser la question ou ensuite quand il y a eu la polémique? Avant de poser la question. Vous prépariez vos questions et avant de poser la question, je me suis renseigné, j'ai travaillé, je me suis renseigné. Bon, scoop sur le plateau d'arrêt sur image. Je ne sais pas. Attendez, je ne peux pas l'affirmer. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit lorsque j'ai... au ministère de la Défense, parce que moi aussi j'ai appelé le ministère de la Défense. Ça, je ne vais pas vous le dire. Ça, je vais pas vous le dire. Bon, alors, je ne sais pas si le Canard enchaîné va enquêter sur les 3 sous-marins. Ce serait un beau sujet, les 3 sous-marins clandestins. Alors là, vous feriez un malheur. Attendez. Je voudrais quand même préciser une chose sur l'histoire des sous-marins. C'est que, même si je me suis trompé, bon, imaginons que je me sois trompé. Vous pourriez dire je ne sais pas, comme les hommes politiques. Sur les deuxièmes sous-marins, les sous-marins nucléaires d'attaque, j'ai dit 6. Vous avez dit 5 et la bonne J'ai dit 5, il y en avait 6. Oui. Il y en avait 6. Là, je me suis aussi renseigné. Alors, renseignez-vous, on a eu les noms, effectivement. 5 opérationnels et un 6e qui ne tourne pas. Moi, on m'a démenti cette information aussi. On vous a démenti. Écoutez, renseignez-vous. On m'a dit que les 6 étaient opérationnels. D'accord. Sur le style Bourdin, le style d'interview, je veux dire, il est le seul à faire ça en France. Hein. C'est une interview. Enfin, je veux dire, il y a sans doute beaucoup d'intervieweurs britanniques ou américains. Il y en a un qui m'a inspiré pour la question. Je voudrais qu'on y revienne vraiment à la question sur Al-Qaïda. Vous allez peut-être y revenir, Daniel, mais j'y tiens beaucoup parce que pour moi. Al-Qaïda, en gros, on avait déjà passé l'extrait puisque c'est David. Oui, c'est David qui l'avait commenté une des semaines précédentes. Vous demandez à Nicolas Sarkozy si l'état-major d'Al-Qaïda est chiite ou sunnite, il ne sait pas répondre, et vous dites l'état-major est sunnite. Oui, voilà. L'état-major et la plupart des combattants d'Al-Qaïda sont des sunnites. Mais surtout, plus grave, il fait une différence ethnique entre sunnites et chiites.
ce qui est quand même beaucoup plus grave. Il parle de deux ethnies. De deux ethnies différentes, des sunnites et des chiites, ce qui m'a paru beaucoup plus grave, ce qui a été beaucoup moins repris, ce que j'ai regretté. D'accord. Alors, on va passer de la défense à l'immobilier, puisque la spécialité du Canard enchaîné ces dernières semaines a plutôt été l'immobilier, Perrine. Oui, l'affaire est sortie le 28 février dernier, la première affaire. Donc, dans le Canard enchaîné, vous vous êtes intéressé à un appartement à Neuilly que le couple Sarkozy aurait acheté en 1997 à un prix très attractif, acheté à un promoteur immobilier que vous qualifiez de favori de la mairie de Neuilly, le maire de Neuilly étant à l'époque Nicolas Sarkozy. Alors les JT relayent inégalement l'information, seuls France 2 et France 3 se rendent sur place à Neuilly. Nicolas Sarkozy a-t-il bénéficié d'un rabais sur l'achat d'un appartement à Neuilly? C'est ce qu'affirme le Canard enchaîné à paraître demain. Information contestée par l'intéressé. L'emplacement est idéal, au calme, dans la verdure, en bord de Seine, sur l'île de la Jatte à Neuilly. Plus de 230 mètres carrés en duplex avec jardin-terrasse, acheté par Nicolas Sarkozy en 1997. Selon nos confrères du Canard enchaîné à paraître demain, l'actuel candidat UMP à la présidentielle les aurait acquis pour 876 000 €, soit 3 750 € du mètre carré. Apparemment, ces chiffres sont inférieurs de 12 à 35% au prix du marché. Pour cette résidence, entre 8 000 et 8 500 et 9 500 du mètre. En 97, par exemple, c'était quoi le prix du mètre carré ici? Oh, je pense que c'était 20% de moins, facilement. Ça devait être entre 6 500 et 8 000 peut-être pour le dernier étage. Interrogé sur le traitement de faveur dont il aurait bénéficié, il dénonce une manœuvre de campagne. Pourquoi faut-il donc qu'il y ait cette maladie si française de vouloir salir les gens pour le seul fait qu'ils sont candidats à la présidentielle? Ça fait 10 ans que j'ai acheté cet appartement, dans des conditions de régularité totale, puisqu'à l'époque j'avais même demandé à la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord de bien vouloir vérifier si le prix d'achat de mon appartement était conforme au prix du marché. Alors, ce qu'il faut bien préciser, donc, c'est que le permis de construire pour ce complexe immobilier a été signé à l'époque de la main du maire de Neuilly, donc Nicolas Sarkozy. Ce que vous révélez dans le Canard, donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est que le prix d'achat de l'appartement de Nicolas Sarkozy était bien inférieur au prix qui se pratiquait alors dans cet ensemble d'immeubles sur l'île de la Jatte. Pour découvrir cela, vous dites avoir enquêté à la conservation des hypothèques pour y examiner une quinzaine d'actes concernant la vente d'autres appartements vendus dans le même complexe immobilier. Vous en déduisez que les Sarkozy ont pu bénéficier à l'achat de leur duplex d'une ristourne allant de 12 à 35% selon les appartements avec lesquels on compare. Voilà. Alors, il y a beaucoup de curiosité dans le public pour la manière dont travaillent les journalistes d'investigation comme vous. Il y a beaucoup de fantasmes, on s'imagine beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous remercie d'être venu, parce que votre expression est rare en dehors de votre journal, des colonnes de votre journal. Alors, ça, par exemple, l'idée vous vient comment, l'idée de cette enquête-là? Est-ce que, d'abord, il y a quelqu'un, un informateur anonyme ou pas, qui vient vous dire « j'ai du biscuit sur cette affaire, il y a des choses à creuser, vous devriez y aller » ou ce qui préexiste, c'est votre curiosité? Vous dites « tiens, on va s'intéresser à ça ». Non, cette affaire d'appartement, ça fait longtemps, ça fait des années qu'on entendait, et pas seulement au Canard, d'autres confrères ont entendu dire qu'il y avait une affaire avec Sarkozy, son appartement, et Sarkozy répondait de façon toujours « Ah, mais j'ai un audit des services fiscaux ». Bon, et c'est vrai que ça a bloqué l'enquête. En plus, on n'avait pas les éléments sur les travaux, sur la transformation du logement en duplex, etc. Et alors, pourquoi nous avons lancé l'enquête? Pour une raison très simple. Vous avez, au mois de janvier, vous avez Nicolas Sarkozy, et il y a eu aussi Ségolène Royal à l'époque qui ont répondu sur des questions concernant leur ISF, et Nicolas Sarkozy a dit « je vais rendre public mon patrimoine ». Et il ne l'a pas rendu public. Donc on s'est dit, effectivement, il y a quelque chose à chercher. Et du coup, on a ressorti cette enquête, on a retravaillé. Et vous êtes allé plus loin que le prix d'achat de l'appartement. Alors, donc, deuxième cadeau, Perrine? Oui, les Sarkozy auraient en plus bénéficié d'un prix très amical sur tous les travaux d'aménagement de ces deux appartements en duplex. Alors, dans le Canard, vous écrivez, vous êtes procuré la copie d'un document comptable de la société Lasser. Donc, la société Lasser, c'est le promoteur immobilier qui a construit ces immeubles. Et vous apprenez donc que non seulement des travaux d'aménagement des deux appartements en duplex a été entièrement payé par le promoteur à hauteur de 925 000 francs. On parle en francs puisqu'on était en 97. Mais qu'en plus,
il y a eu des travaux d'embellissement demandés par le couple Sarkozy qui étaient peu satisfaits des prestations de base proposées par le promoteur. Ces travaux ont été également quasi entièrement pris en charge par l'Acer, puisque sur les 907 000 francs que coûtaient ces travaux d'embellissement, l'entreprise n'a facturé au Sarkozy que 400 000 francs. Vous concluez donc que sur tout cet ensemble, à la fois le prix d'achat du duplex, donc la réduction du prix d'achat, et le prix consenti pour l'ensemble des aménagements, les Sarkozy auraient économisé au moins 2 millions de francs. Écrivez-vous. Alors c'est là que commence vraiment votre travail d'enquête, on peut dire, parce que le prix d'achat de l'appartement était public. Bon, ça, vous êtes les seuls à y être allés, mais n'importe qui pouvait y aller. Absolument, hein. absolument. Bon, et alors ça, comment vous obtenez ces informations-là sur les travaux, le prix des travaux, les ristournes consentis, comment ça se passe? Vous avez c'est quand même très rare que vous ayez un informateur qui sonne à votre porte et qui vous dit voilà, j'ai un dossier en or, etc. Bon, alors on cherche, on s'intéresse à un dossier, on travaille, on contacte toutes les personnes qui de près de loin peuvent avoir travaillé sur cette affaire, et c'est comme ça qu'on trouve les bonnes informations. Je crois que c'est une règle de base du journalisme. Il faut se poser les bonnes questions au bon moment, et on arrive à trouver effectivement des personnes. Il ne faut pas se poser les bonnes questions, il faut les poser à d'autres gens, ça vaut bien. Il faut se les poser et les poser aussi. Mais quand on se les pose, on s'amène à les poser aux interlocuteurs. Et effectivement, on peut avoir de la chance ou de la malchance dans une enquête, mais on n'a rien si on ne se coupe pas le cocotier, si on ne travaille pas à fond le dossier. Alors j'imagine que la première démarche, enfin la première personne qui vient à l'idée d'aller voir, c'est justement cette fameuse promoteur elle-même, Madame Lasserre. Je pense que vous êtes allé la voir, en tout cas elle le dit. Oui, on est allé la voir. C'est ce qu'elle a dit dans un communiqué publié par l'UMP. Elle dit ils sont venus, ils ont forcé ma porte 3 fois et ils m'ont importuné une 4e fois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est tout à fait inexact. Nous sommes allés la voir 2 fois. Une première fois, Nicolas Beau, Nicolas Beau est allé chez... Il a sonné, on lui a ouvert. Il a sonné, on lui a ouvert. Il y avait 2 personnes. Il y avait Madame Lasserre et un ami à elle, qui est un homme d'une 60aine d'années. Ils les ont reçus tout à fait de façon... Nicolas Beau a été reçu de façon tout à fait aimable par ces 2 personnes. On a répondu à ces questions. Voilà. Alors, à ce moment-là, c'était une première phase de l'enquête. Donc, il s'agissait un peu de savoir ce qu'avait fait Madame Lasserre sur Neuilly. Donc, elle a dit à Nicolas Beau qu'elle avait bien travaillé énormément sur Neuilly. Mais dès ce premier rendez-vous, elle lui dit j'ai fait des cadeaux à Nicolas Sarkozy sur les travaux. Non. Là, on parle de son activité d'agent de promoteur immobilier à Neuilly. Elle lui raconte très bien qu'elle a fait 50% des immeubles neufs à Neuilly entre 1980 et 2000, que donc c'était la principale promoteur de Neuilly. Et ça, on a pu le vérifier. C'est exact. Mais on ne rentre pas dans le cas Sarkozy dans cette première conversation. Du tout. Et la deuxième fois, nous sommes allés la voir, Nicolas Beau et moi, pour lui parler du cas Sarkozy. Donc on a sonné à sa porte. Elle nous a dit je n'ai pas fait de cadeau, il a payé le prix, etc. Et puis on est resté sur le palier, et au bout de 2 questions, il nous a dit excusez-moi, je suis malade, laissez-moi tranquille. On a dit excusez-nous madame de vous avoir dérangé, au revoir madame. Donc là, quand vous sonnez, vous prenez rendez-vous, ou vous sonnez comme des vrais démarcheurs vous passez un coup de fil avant la deuxième fois, on a sonné à sa porte. Sans avoir pris rendez-vous. Mais on lui a demandé si elle voulait nous recevoir. Bon, elle n'a pas voulu nous recevoir. Mais c'est une technique de se pointer comme ça? Non, du tout. Je l'ai du tout dans le téléphone. Là, on était dans les derniers moments de bouclage, et donc, comme on avait affaire juste à côté des courses, l'île d'Ajac est située à 200 mètres, donc voilà, c'est bon, enfin 200 mètres, un peu plus que ça, à quelques centaines de mètres de là. Donc, en passant, voilà. Mais donc, les fameuses factures de travaux chez Nicolas Sarkozy, elles viennent d'où si elles ne viennent pas de chez Mme Lasserre? Non, mais je ne vais pas vous dire quels sont les informateurs. On ne va pas vous dévoiler tous les secrets du Canard. Alors, à ce propos, France 2, qui reprenait les révélations du Canard, apportait un complément intéressant. Oui, les journalistes de France 2 sont allés voir des agents immobiliers. Et ceux qui ont bien voulu leur répondre, parce que tous n'ont pas souhaité s'exprimer, apportent la contradiction à vos affirmations dans le Canard enchaîné. Sur le prix de vente, sur le prix de vente de l'appartement. Toujours selon l'hebdomadaire, Nicolas Sarkozy aurait acheté à l'époque pour 24 600 francs le mètre carré. Rien d'anormal, selon cet agent immobilier du quartier. Non, c'était les prix pratiqués à l'époque. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On sortait de la crise immobilière en fait, et on était trop content de trouver un client pour un appartement, mais si on avait un client qui en prenait 2 à la fois, et surtout en étage bas, qui sont les étages les plus difficiles à vendre,
Non, je ne pense pas qu'il ait bénéficié d'une circonstance particulièrement favorable. Ils ne sont pas d'accord avec vous, ils disent qu'il a payé le prix. Mais le problème, c'est que ces agents immobiliers réagissent de façon globale sur Neuilly. Enfin, les prix ne sont pas les mêmes si vous êtes avenue Charles de Gaulle, là où la route n'est pas couverte, si vous êtes sur l'île de la Jatte en bord de Seine, ou si vous êtes, je ne sais plus dans quelle résidence de Neuilly. Bon, le seul juge de paix en l'occurrence, ce sont les autres prix pratiqués pour des logements équivalents. Je parle bien pour des logements équivalents dans la même résidence, vendus à la même époque. Et vous avez écrit dans le Canard, alors on ne va pas s'éterniser sur les détails du cas Sarkozy, ce qui est intéressant ici pour nous en termes d'analyse des médias, ce sont les reprises de votre travail par les autres médias et notamment par la télévision. Alors des reprises factuelles dans les journaux télévisés, Perrine on l'a vu. En revanche, quand Nicolas Sarkozy est interrogé sur un plateau de télévision, silence radio. Oui, Nicolas Sarkozy, dans les jours qui ont suivi, a été reçu dans l'émission politique de Canal+, par exemple. Il n'a pas eu droit à une seule question de Laurence Ferrari sur les révélations du Canard enchaîné. Pas une question non plus pendant les 2 heures d'À vous de juger sur France 2 avec Arlette Chabot. Quant au grand journal sur Canal+, écoutez le ton plein de compassion de Michel Denisot quand il aborde le sujet. Qu'est-ce qui vous a choqué le plus cette semaine? C'est ce qui a été sorti dans le Canard sur votre appartement Choqué, non, parce que quand on fait le métier qui est le mien, il faut accepter l'idée de la transparence et de devoir s'expliquer. Et moi, que je dois m'expliquer, que je dois faire du menuisier qui a 10 ans à réaliser un escalier dans mon appartement. En 2 heures, j'ai dû le retrouver, l'appeler. Il est devenu une star des médias. Toutes les radios l'ont interrogé. Je m'étonne d'ailleurs qu'il ne soit pas venu ce soir. Le menuisier est là. Alors, voyez-vous, Michel Denisot, j'essaie d'être raisonnable en me disant, bon, il faut en passer par là, c'est comme cela. Si on me pose des questions, j'y réponds, je n'ai cessé de répondre à des questions. J'ai même fait du menuisier qui a fabriqué l'escalier qui était chez moi une vedette, puisqu'il a été interrogé par toutes les radios de France. Alors je précise que toutes les radios de France, c'est France Inter, voilà, en tout et pour tout, qui est allé interroger le menuisier et accessoirement le journal local Sud-Ouest. Voilà. Alors évidemment, nous, ce non-questionnement nous a interpellés. Yulia Kapustina a donc appelé tous les journalistes ayant reçu Nicolas Sarkozy sur leur plateau pour leur demander pourquoi la question ne lui avait pas été posée. Arlette Chabot a accepté de nous répondre. Vous aviez sur votre plateau Nicolas Sarkozy la semaine dernière. Pourquoi vous n'avez pas évoqué avec lui l'affaire de Canard enchaîné, notamment l'histoire de patrimoine? Ces sujets ont été évoqués dans des reportages, dans le journal de 20h. Je crois que chacun est dans des registres. Nous, on pose des questions à un candidat sur son programme. L'affaire des affaires, si j'ose dire, n'a pas été occultée sur l'antenne. Bon, ce n'est pas l'essentiel d'une émission d'évoquer ces sujets. Voilà. Pourquoi sur ce genre de plateau on ne pourrait pas le faire? Parce que c'est un choix, je veux dire, on le fait dans des journaux, on explique l'affaire, on passe des réactions, des commentaires. Recommencer dans une émission, c'est un choix de ne pas faire 10 minutes ou 15 minutes d'émission sur ce sujet, mais de l'évoquer autrement dans des journaux télévisés. Ce n'est pas contradictoire. Est-ce que les gens dans le panel que vous avez choisi, est-ce que cette question les intéressait notamment? Est-ce qu'ils avaient envie de poser cette question ou pas? Je pense que les gens sont beaucoup plus intéressés par des sujets d'emploi, de pouvoir d'achat. Ils ont peut-être une vision relativement négative des candidats. Moi, je retiens ce que disait Olivier Besancenot, c'est-à-dire que moi, je m'en fous de savoir qui paye l'ISF ou combien X ou Y a payé son appartement ou sa maison. Ce qui m'intéresse, c'est quel est le projet pour les Français. Je crois que ce qui intéresse les Français, c'est quel est leur projet. Vous savez, il y a eu 50 études qui ont été faites sur les affaires. Elles donnent sans doute une image assez négative des hommes politiques, malheureusement. Et ce n'est pas la préoccupation des Français. Je pense que c'est un sujet qui passionne les journalistes, qui intéresse beaucoup ceux qui s'intéressent aux émissions de télévision, visiblement. Et je ne crois pas que les Français, ça les concerne beaucoup. Alors, réaction, Christophe Nobili peut-être. Donc Arlette Chabot, là, elle le dit carrément pourquoi elle ne pose pas la question, parce que ça n'intéresse pas les gens, selon elle. Ce qui est surtout amusant, c'est qu'on sait que le jour de parution de l'article, Arlette Chabot n'était pas favorable soi-même à ce qu'il y ait un sujet dans son émission. Comment vous le savez, ça? On le sait parce qu'on l'a su par la suite de gens qui travaillent à l'intérieur de France 2, Mais il y a eu quand même un reportage, le soir même. Qui a été relativement succinct, vous avez montré des images, pour lequel a dû se dévouer un jeune journaliste non titulaire qui était pas très
pas très tranquille sur cette affaire. On sait qu'il y a une partie de l'interview d'Hervé Liffrand entre le moment où le montage a été fait et où il a été diffusé qui a été caviardé. Ah, bon, donc, une partie où il disait quoi? Une partie dont je ne sais pas exactement ce qu'il y avait dedans, mais le Hervé avait été longuement interrogé. Non, mais ça, il y a toujours des extraits qui sont au montage. Là, il ne s'exprime pas du tout. C'est quelque chose d'important qui a été coupé? Non, mais c'est-à-dire, je ne m'exprime pas du tout dans le JT du mardi soir. Et ils en ont diffusé un plus large extrait au JT du lendemain, 13h. Pardon, ils n'ont pas diffusé le soir même parce qu'ils sont rentrés trop tard pour intégrer votre... Ils vous interviewent à 19h30, je crois. Oui, mais non, mais je crois effectivement qu'ils ont fait un choix de mettre simplement une image, de faire un traitement minimum. Mais ce qui me semble plus intéressant, si vous voulez, dans l'argument d'Arlette Chabot, elle dit c'est pas intéressant, ce genre de sujet, etc. Bon, je veux dire, Sarkozy, il y a eu des centaines d'heures de télévision consacrées au personnage Sarkozy. Il y a eu des biographies à n'en plus finir, des reportages partout, où on nous a montré on nous a dit qu'on nous montrait toutes les facettes du personnage Sarkozy, y compris donc le fait que c'était un homme certes attiré par le pouvoir, mais que c'était pas un homme d'argent, que c'était un homme extrêmement prudent. Et puis nous, on a mis quand même un coup de projecteur sur un trait du personnage qu'on ne connaissait pas du tout. C'est quelqu'un qui, parfois, se laisse aller effectivement à certaines facilités. Vous allez recevoir de nouveau les candidats avant l'élection? Vous allez poser des questions sur ces sujets-là? Oui, on va poser des questions sur ces sujets-là. Vous, personnellement. Hein. Oui, je voudrais quand même préciser sur les sous-marins. Non, c'est fini. Ils sont partis en immersion, les sous-marins. Il faut quand même regarder quels sont les crédits qui sont votés. Alors, je me suis mal exprimé peut-être. Je dis qu'il y en a 7, mais il y en aura 7. Ah, il y en aura 7. Oui, pardon, je me suis mal exprimé tout à l'heure. Il y en aura 7. Non, c'est les crédits, ça a été voté, il y en aura 7. Bon, allez, voilà. Ils partent en immersion, les sous-marins, c'est fini. Je voulais juste préciser quand même une chose. C'est pas simplement M. Sarkozy, citoyen, qui fait une bonne affaire immobilière. C'est le maire Sarkozy, un élu qui sert les intérêts du citoyen Sarkozy. Voilà, c'est lui qui a signé notamment les permis de construire de cette résidence qui a ordonné la ZAC, qui a géré cette ZAC, qui l'a créée, c'est lui qui signe tous les papiers. De poser des questions dérangeantes à tous les candidats. Absolument. Alors justement, on a passé beaucoup de temps sur le cas Sarkozy. La semaine suivante, sur la sellette dans le Canard enchaîné, c'était Ségolène Royal. Oui, vous vous intéressez au patrimoine du couple Hollande-Royal. Là encore, dans les reprises télé, c'est toujours France 3 qui donne le plus de place à vos informations. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres du Soir 3. Le patrimoine immobilier de la candidate Ségolène Royal serait nettement sous-évalué. C'est ce qu'affirme le Canard enchaîné, relançant ainsi la polémique sur l'ISF du couple royal. Hollande en cause notamment une maison de vacances à Mougins. À quelques kilomètres de Cannes, sur les hauteurs de Mougins, la maison du couple Hollande-Royal, une villa familiale de 120 mètres carrés avec jardin et piscine. D'après le Canard enchaîné, Ségolène Royal en aurait sous-estimé la valeur dans sa déclaration fiscale, 270 000 €. Elle en vaudrait 3 fois plus. 270 000 €, un chiffre bien inférieur au prix du marché. Aujourd'hui, une villa ancienne à rénover, il faut compter environ dans les 700-750 000 €. Maintenant, une villa qui est entièrement rénovée, avec une belle surface, peut passer le million d'euros. Alors, dans votre enquête sur le patrimoine de Ségolène Royal, il n'y a pas que cette villa de Mougins, il y a aussi un appartement à Boulogne, près de Paris. Vous révélez que le couple Hollande-Royal aurait déclaré cet appartement à une valeur inférieure à son prix d'achat en 90. Et on sait que l'immobilier a quelque peu flambé depuis 1990. Alors, mais quand même, donc le gros élément de votre enquête, c'est cette maison de vacances à Mougins, dont on a vu des images sur la Côte d'Azur. Et là, vous écrivez que les 6 agents immobiliers que vous avez rencontrés soutiennent que cette maison ne peut pas valoir moins de 850 000 €, ce qui est loin des 270 000 € déclarés par le couple. Vous concluez donc que, selon vos propres estimations, le couple aurait dû payer au fisc 6 000 € au titre de l'ISF, soit 7 fois plus que ce qu'ils ont effectivement payé. Voilà, et là vous prenez comme source pour évaluer la maison les agents immobiliers de Mougins. Mais alors pourquoi? Parce qu'ils sont plus fiables que ceux de Neuilly? Non, manifestement, en tout cas, ils sont plus sincères. Oui, mais à Neuilly, on dit qu'ils ne savent pas parce qu'ils donnent des réponses trop générales. Pourquoi à Mougins, ils seraient plus fiables? L'intérêt des agents immobiliers de Mougins, c'est qu'ils détaillent précisément à un moment donné les prestations de la maison. C'est-à-dire que, elle a d'abord une surface, évidemment.
Mais ensuite, elle est dans un domaine privé qui est sécurisé, il y a une vue, tout ça rajoute en fait, c'est la différence dans la démarche avec les agents immobiliers de Neuilly, c'est qu'effectivement là on nous a expliqué, voilà, bon à tel endroit ça vaut tel prix, mais à tel endroit c'est tel prix, etc. etc. Donc déjà ça c'était... oui, mais enfin, une maison, c'est pas seulement l'emplacement, c'est aussi son état, c'est aussi son état intérieur, son état de conservation. Par exemple, est-ce que vous avez demandé à la visiter ? Non, on n'a pas demandé à la visiter. Pourquoi ? Parce que d'abord, d'autres l'ont visité pour nous. Qui ? Non, on ne peut pas vous le dire. Ces maisons, bon, c'est-à-dire vous avez, dans le cadre de votre travail d'enquête, vous avez retrouvé des gens qui sont allés à l'intérieur. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, oui. Cela dit, en plus, très honnêtement, pour en avoir beaucoup discuté, alors c'est pas uniquement d'ailleurs des agents immobiliers, il y a aussi des conseillers fiscaux, et il y a aussi un travail qui avait été fait par la Chambre notariale là-dessus, notaire des Alpes-Maritimes. Vu les prestations de la maison, l'état intérieur, dont on sait qu'effectivement il n'est pas exceptionnel, ne joue pas énormément sur le prix de la maison. Il n'y a aucune maison dans ce domaine et avec ses prestations extérieures en dessous de 850 000 € dans ce domaine Saint-Basile, qui est un domaine chic de la commune. Bon, vous avez accordé à peu près une place équivalente aux deux affaires, une pleine page. Est-ce que vous les mettez sur le même plan, moralement et juridiquement ? Ou est-ce que vous établissez une distinction entre les deux ? Bon, je pense que de toute façon, nous on met les éléments sur la table. Alors je dirais vous, citoyens. C'est après aux citoyens d'en penser ce qu'ils veulent en penser. Mais vous, les citoyens, vous êtes aussi. Vous les mettez. Pour vous, c'est du même ordre Ce qu'on peut simplement constater, si vous voulez, c'est que dans un cas, le cas Ségolène, il y a on va dire une diminution de l'ISF, donc il pourrait s'assimiler à des esprits mal placés, pourraient dire que c'est de la triche, que c'est de la fraude, etc. Bon, ça, c'est pas à nous qu'il appartient de les qualifier ce genre de choses. Simplement, ce qu'on peut voir, c'est que ça fait désordre. Quelqu'un qui dit « je veux l'ordre juste », et qui diminue son ISF. Parce que ce que soulignait Le Monde, notamment à partir de vos deux enquêtes, c'est que les faits éventuellement reprochés à Nicolas Sarkozy ont une qualification juridique. Hein, oui, Nicolas Sarkozy pourrait être, donc écrit Le Monde, accusé de recel, d'abus de bien social, si le promoteur Lasserre lui a bien consenti une grosse ristourne à l'achat. Ensuite, si Sarkozy, en tant que maire de Neuilly, a pris une décision municipale en faveur de ce promoteur, il s'agira alors d'une prise illégale d'intérêt. Enfin, s'il a obtenu un avantage de la part du promoteur lors de l'achat de l'appartement, il pourrait s'agir d'une corruption passive ou d'un trafic d'influence. Mais Le Monde précise bien que dans l'hypothèse d'une action en justice, il est vraisemblable que ces infractions soient prescrites puisque ça remonte à 1997. Il y a des grands débats. Moi, ce qui me frappe, c'est que les principaux candidats font campagne sur un thème ou sur un registre où ils disent aux gens, finalement, je suis comme vous. Sarkozy passe son temps à dire qu'il a beaucoup travaillé, que c'est un self-made man, qu'il a accumulé, enfin vraiment c'est le 101e français du panel. Ségolène Royal, pareil, dans la forme, je me mets au milieu, dans la participation, ses affiches de campagne, elle est perdue dans la foule. Ils passent leur temps à dire qu'ils sont exactement comme les autres Français. Et puis au détour d'une info, on s'aperçoit que finalement ils vivent comme des riches ou comme des bourgeois. Et je crois qu'il serait temps qu'ils assument qu'ils appartiennent à une élite qui est une élite peut-être financière, qui a un certain standing, de manière à ce que ces hiatus permanents entre leur situation sociale, ce sont des bourgeois, et ce qu'ils prétendent être pendant toutes les campagnes, c'est-à-dire des gens exactement comme les autres, avec ce hiatus saute, et que finalement, quand on découvre ce genre de cachotterie, on les prenne pour ce qu'elles sont, soit des déviations morales qu'il faut sanctionner, soit découvrir que les candidats n'ont pas le même train de vie que les gens qui votent pour eux. Alors, juste un extrait, parce que vous avez posé la question à François Hollande, alors qu'il était... J'ai demandé, est-ce que vous êtes riche ? On écoute, on écoute. Un mot sur votre patrimoine. Selon le Canard enchaîné, il a fait l'objet de sous-évaluation immobilière. Vous auriez dû verser en 2006 7 fois plus que ce que vous avez payé au titre de l'ISF. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai ? C'est vrai ou faux, ça ? Vous êtes riche d'abord. Est-ce que vous êtes riche, François Hollande ? Écoutez, je suis ce qu'on appelle une personne aisée. Ouais. D'abord, vous êtes un homme riche. À vos yeux, aux yeux de beaucoup de Français, oui, à l'évidence. Écoutez, franchement, moi je suis haut fonctionnaire. J'ai à 25 ans commencé à gagner ma vie comme auditeur à la Cour des comptes. J'ai ensuite été parlementaire depuis 1988. Donc j'ai des revenus. Et j'ai même, par mes parents qui, père était médecin, ma mère assistante sociale, j'ai moi-même un patrimoine venant de ma famille.
Donc oui, je fais partie des personnes aisées. Mais vous avez sous-estimé votre patrimoine? Non, j'ai donné, avec l'expert comptable, l'évaluation qui me paraissait convenir. L'administration fiscale peut faire tous les contrôles, les fait depuis sans doute 2 ans, et donc l'évaluation est contradictoire forcément. Alors là encore, l'image est tout à fait spectaculaire, hein. C'est une belle interview. En même temps, on n'apprend pas grand-chose de plus. Ben non, parce qu'il ne veut pas en dire plus. Parce que je lui demande, vous avez remarqué, je lui demande, est-ce que vous êtes riche? Il me dit non, je suis aisé. Il n'a pas osé dire je suis riche. Il l'a dit après. Je suis aisé. Après. Ben, lorsque je lui ai reposé la question, il a dit bon oui, je suis riche. Ah bon? Il a dit, il a prononcé le mot. Il a prononcé le mot, mais il a fallu. Vous posiez la question parce que dans une émission, je crois précédente, il avait dit j'aime pas les riches. Oui. C'est lui qui l'avait dit. Exactement. C'est uniquement pour ça que j'ai posé la question. En plus, c'est une remarque de François Hollande, enfin une précision de François Hollande qui avait fait couler beaucoup d'encre, on se souvient, dont on parle beaucoup, les auditeurs m'en parlent sans cesse. François Hollande nous dit qu'il n'aime pas les riches, à 4 000 € on est riche, à ses yeux. Alors, il gagne beaucoup plus de 4 000 €, et il n'ose pas dire qu'il est riche. Qu'est-ce que ça apporterait aux téléspectateurs de l'entendre dire le mot? Ça apporterait quoi? De l'entendre dire je suis riche? Enfin, en termes d'information, ça apporterait quoi? Pourquoi ne pas le dire? Il le dit presque. Mais il le dit presque. C'est qu'on a l'impression qu'il parle de lui-même comme d'un malade, un petit peu. Oui, c'est vrai, bien sûr, oui, j'ai ça, oui. C'est presque attendrissant. Je voudrais juste qu'on finisse par une autre image. On a vu tout à l'heure que vous refusiez de contribuer, si peu que ce soit, aux désintérêts de la classe politique. Je voudrais vous montrer une image parce que ce reproche est venu à la suite de vos articles d'un endroit dont on ne l'attendait pas, qui sont les guignols de l'info. Un extrait d'un sketch. Aujourd'hui, un journal un peu spécial, consacré donc entièrement au programme des 2 principaux candidats. Avec Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, nous allons enfin pouvoir parler des projets présidentiels. Très bien, j'ai d'ailleurs présenté ce matin mon plan concernant la défense. Et moi, je reviens d'Allemagne où, avec Angela Merkel, nous avons tenté de trouver une solution à la crise d'Airbus et tenté de relancer la Constitution européenne. Ah oui, non, mais ça n'intéresse pas les Français, ça. Monsieur Sarkozy, vous auriez obtenu une remise sur un escalier en chaîne dans votre duplex. Oui, écoutez, je croyais qu'on devait parler de programme, mais on est en plein dedans. Madame Royal, vous avez sous-estimé la valeur de votre maison à Mougins, c'est bien ça? Non, c'est la valeur que j'ai déclarée à l'époque, mais j'ai déjà répondu. Parlons plutôt de nos projets. Très bien, vous ne voulez pas parler de votre programme, eh bien, peu importe. Nous, journalistes, nous irons jusqu'au bout de l'investigation, car ce sont les 5 prochaines années de la France qui se jouent en ce moment même. Voilà, donc une ironie des guignols qui s'exerce, une fois n'est pas coutume, contre vous. Manifestement, ils ont changé d'avis depuis l'époque où ils faisaient super menteur. Les images qu'on voyait au début de l'émission. Ça va surtout plus loin. C'est comme on a vu les images d'avant. Une des défenses de Nicolas Sarkozy consiste à tourner en dérision l'enquête en focalisant sur l'escalier. On voit ça chez Denisot, on voit ça sur France 3, et là on s'aperçoit que les guignols, manifestement, relaient cette manière de tourner en ridicule l'enquête en focalisant sur effectivement quelque chose d'accessoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Une question d'escalier. Si c'était uniquement une question d'escalier, on n'aurait jamais fait de papier. Je veux dire, c'est étonnant que ça vienne de la part des guignols. Comment vous avez accueilli ce sketch? J'étais un peu surpris. Je pense qu'ils ont mal lu l'article, qu'ils se sont laissés un peu bercer par les discours de Sarkozy sur son menuisier. Effectivement, si c'était l'escalier, c'est rien, mais 300 000 €, plus de 300 000 € offerts en cadeau par un promoteur à un homme politique de premier plan, je ne pense pas que ça soit anecdotique, je pense qu'on est dans le lourd. Mais l'histoire du menuisier, c'est une création par Sarkozy d'une nouvelle marionnette. C'est la stratégie militaire, c'est-à-dire qu'on va déplacer... Militaire. Mais oui, bien sûr, on va déplacer... Attention. Une stratégie militaire, il y a une des règles, c'est de dire on va choisir le terrain du combat. Donc si on reste dans un terrain large, qui est celui de regarder le problème immobilier dans son ensemble, il perd. Donc s'il invente l'histoire de la marionnette menuisier, donc de l'inconscient du téléspectateur, dit tiens, il y a un menuisier, où est-ce qu'il habite, quelle tête il a, etc. Vous déplacez les projecteurs sur ce menuisier, vous en faites une espèce de guignol de votre communication, et très vite, finalement, on perd de vue les aspects techniques qui sont la force de votre enquête, et finalement on pense à ce menuisier, et on oublie complètement finalement le nombre de mètres carrés, de compter les ristournes, etc. D'autant plus qu'il y en a 3 de menuisiers. Et le menuisier devient une espèce de figure pittoresque de la mer. Relativiser notre travail, je veux dire par là que c'est pas sur ces enquêtes-là que les électeurs vont se prononcer. C'est un élément du débat. C'est un élément du débat. Parmi plein d'autres. Exactement. Je veux dire, quand le Canard a sorti l'affaire des diamants sur Giscard, c'était un des éléments
effectivement, il y avait plein d'autres choses qui se disaient sur le discours. Je sais pas. Alors non, mais là, on peut reprendre les précédents parce que c'est vrai qu'il y a des précédents illustres. Il y a en 74, si ma mémoire est exacte, la feuille d'impôt de Chaban, Chaban flingué. En 81, les diamants de Giscard flingués. Ça commençait bien avant, ça commençait en 70, enfin moi j'étais j'étais un peu jeune. Mais alors, est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet direct? J'en sais rien, mais en tout cas, effectivement... Là encore, il y a de la schizophrénie. Les porte-paroles de partis politiques et Arlette Chabot, tout le monde passe son temps à dire, mais vous savez, les Français s'intéressent à autre chose. Ils ont exactement le même discours, que ce soit le porte-parole d'un parti politique ou un porte-parole de chaîne. Attendez, les Français s'intéressent à des choses totalement différentes, et dans le même temps, ils vont dire, mais vous savez, l'élection présidentielle sous la 5e, c'est la rencontre entre un électorat et un homme, et on veut savoir pour qui on vote. Alors on ne peut pas reprocher dans un cas de s'intéresser au patrimoine et à la probité, à la moralité d'un homme politique, et en disant dans le même temps, vous savez, l'homme n'intéresse pas les gens. Hervé Liffrand, pensez que vos enquêtes ont peu d'importance, ou vous pensez que la feuille d'impôt de Chaban, les diamants de Giscard ont contribué à leur échec électoral? Vous savez, je pense que c'est un élément du débat et que dans les circonstances d'une campagne, ça peut prendre ou pas une plus grande importance. Mais sans plus. Oui, parce qu'on peut dire 74, on peut dire 80... Mais en 95, tout ce que le Canard a sorti sur les affaires de Chirac, on a sorti, mais alors des kilos d'affaires là-dessus. Et là aussi, dans des affaires qui étaient lourdes. On a aussi sorti l'affaire de son appartement qu'il avait fait acheter par une société d'HLM. Oui, et sans impact. Et ça a été sans impact. Écoutez, merci à tous trois d'avoir participé à ce débat et répondu pour une fois, puisque habituellement votre métier c'est plutôt de les poser, répondu pour une fois à des questions. Une chose me paraît certaine à moi, c'est que cette présidentielle a plutôt besoin de plus de questions que de moins de questions. Et pour poser de nouvelles questions, nous revenons la semaine prochaine. Attention, un peu plus tôt que d'habitude, à 12h30. Au revoir à tous.